Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart for Change pour rester à l'écoute des marchés. Chaque jour, vous nous suivez en direct à 17h à la télévision via vos box. Vous nous suivez en direct également via les réseaux sociaux et notamment via notre compte LinkedIn. Et vous nous retrouvez en rattrapage chaque jour également, en replay bien sûr sur bismart.fr ou encore en podcast via l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, le chien aboie et la caravane passe. Donald Trump s'agite à nouveau sur le front tarifaire avec des lettres envoyées à différents pays asiatiques notamment, pour leur indiquer les tarifs qui entreront en vigueur à partir du 1er août, si dans l'intervalle, les négociations n'aboutissent pas. Et c'est bien cette voie qui permet aujourd'hui au marché de garder une forme d'optimisme, ou en tout cas de rester constructif sur cette dimension tarifaire. Les équipes de négociation japonaises, les officiels japonais ont d'ailleurs indiqué qu'ils mettraient tout en œuvre dans cet intervalle de 3 semaines pour aboutir à un compromis qui pourrait être bénéfique pour l'ensemble des parties. Le Japon qui reste menacé de tarifs de l'ordre de 25% par l'administration américaine. Les marchés actions, eux, continuent de bien se porter. Je le disais, la caravane des actions continue de dérouler son train sans s'arrêter aux questions tarifaires. Nous évoquerons ces sujets avec nos invités de Planète Marché. Quand l'ambiance sur les marchés obligataires reste un peu différente, les tensions sont persistantes et toujours palpables sur les parties longues de courbe du Japon aux États-Unis, en passant par le Royaume-Uni, avec sans doute en sous-jacent des questionnements sur les trajectoires fiscales et budgétaires d'un certain nombre de pays dans le monde et la manière de financer ces déficits qui s'annoncent durables, notamment aux États-Unis. Le 10 ans américain est en passe de revenir sur le niveau de 4,50 aujourd'hui. Voilà pour les sujets du jour sur les marchés. Pauline Gratel vous apporte plus de détails dans un instant sur la séance en cours. Et dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, nous nous focaliserons justement sur la dette, mais la dette d'entreprise, la dette à haut rendement, et comment cet univers de dette à yield a évolué et a vu sa qualité s'améliorer au cours des dernières années. Nous en parlerons avec le directeur général de Flornoy-Ferry, Teddy De Witt, qui sera notre invité dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Tendance, mon ami. Chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel est avec nous et vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Pauline, bonsoir. Bonsoir. Les lettres, donc, avec les nouveaux tarifs, ont été envoyées à différents pays concernés, notamment en Asie. Oui, 14 courriers en tout sont partis. Dans ces lettres, les nouveaux droits de douane ont été fixés sur les importations aux États-Unis. Les tarifs vont de 40% pour le Laos et la Birmanie à 36% pour la Thaïlande et 25% affichés pour le Japon, le Cambodge ou encore la Corée du Sud. Donald Trump a décalé l'entrée en vigueur des tarifs à dans 3 semaines, le 1er août, si aucun accord n'est conclu d'ici là. Le Japon a d'ores et déjà annoncé sa volonté de poursuivre les négociations afin d'aboutir à un compromis bénéfique de part et d'autre. Dans ce contexte, on notera que la dynamique des indices actions reste assez prudente, mais toujours avec un biais positif, et notamment en Europe. Oui, le Stoxx 600 évoluait en léger repli au cours de la séance. En France, le CAC 40 a fait le yo-yo autour de l'équilibre une bonne partie de la séance pour finalement évoluer en légère hausse au-delà de 7700 points, soutenu par Capgemini, qui après avoir perdu 5% hier après l'annonce du rachat de WNS, regagne 3% au cours de la séance avec un titre en tête du CAC. Aux États-Unis, les indices sont ouverts autour de l'équilibre. Un peu plus de mouvement en revanche sur les marchés obligataires aujourd'hui. Oui, les tensions persistent sur les taux. Le rendement américain à 10 ans grimpe et s'établit autour de 4,45%. Sur la partie longue, le 30 ans se rapproche à nouveau du seuil de 5%. Il évolue aujourd'hui autour de 4,95%. Les taux japonais sont également sous surveillance. Le rendement à 10 ans se tend autour de 1,50% et le 30 ans aussi au-delà de 3%. Qu'en est-il en Europe, Pauline ? Même mouvement sur les rendements européens qui se tendent eux aussi avec un 10 ans allemand autour de 2,65% et un 2 ans proche de 1,90%. Enfin, sur le marché des changes, le dollar se raffermit encore un peu, ramenant l'euro-dollar autour de 1,17. Et puis on reparle du secteur éolien aujourd'hui, toujours sous surveillance des marchés. Oui, le président Trump a appelé à de nouvelles restrictions budgétaires pour les projets éoliens et solaires, déjà réduits grâce à la loi budgétaire. Fitch a abaissé la perspective de crédit de Ørsted à négative. Le titre cède 2% au
Danemark. De son côté, le patron de Vestas appelle à un changement de la politique européenne en faveur de l'éolien. Le titre cède 3%. Les deux valeurs sont parmi les dernières du Stoxx 600 aujourd'hui. Et puis, autre secteur au cœur de l'actualité, le secteur des spiritueux. Oui, d'après la presse italienne, l'Union européenne pourrait obtenir une exemption de tarifs douaniers de la part des États-Unis concernant les alcools, les avions et aussi les pièces détachées. Dans ce contexte, qu'en Paris, Rémi Cointreau et Pernod Ricard sont en hausse aujourd'hui. Air France KLM et Airbus sont également en hausse à Paris. Côté statistiques macroéconomiques, on a pris connaissance des balances commerciales françaises et allemandes notamment. Oui, en Allemagne, l'excédent de la balance commerciale de mai est supérieur aux attentes à 18,4 milliards de dollars. En France, le déficit commercial s'est creusé en mai à 7,6 milliards d'euros. Enfin, l'enquête NFIB de la confiance des petites entreprises aux États-Unis ressort presque conforme aux attentes à 98,6 en juin. Quel sera le programme demain à l'agenda des marchés pour les investisseurs, Pauline? On suivra demain les indices des prix à la consommation en Chine pour le mois de juin et la décision de la Banque centrale néo-zélandaise et aussi l'émission du Trésor britannique pour la dette à 10 ans après les secousses de ces derniers jours. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés avec Pauline Gratel. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Pierre-Alexis Dumont est à nos côtés, le directeur des investissements de Sycomore Asset Management. Bonsoir Pierre-Alexis. Bonsoir Grégoire. Hervé Gouletker nous accompagne, Senior Economic Advisor chez Accuracy. Bonsoir Hervé. Bonsoir Grégoire. Et Igor Demac est également avec nous, directeur associé chez Vital Épargne. Bonsoir Igor. Bonsoir Grégoire. Bon, ces questions tarifaires reviennent sur le devant de la scène avec la deuxième vague, la nouvelle vague de tarifs dits réciproques qui devrait entrer en vigueur à partir du 1er août. C'est le constat que je dressais en introduction. Igor, pour des marchés d'actifs risqués, que ce soit les actions ou le crédit, ça a l'air d'être devenu presque un non-sujet. Oui, c'est un non-sujet, mais bon, les marchés, ils bougent plus tellement depuis quelques mois non plus. Ils baissent, ils remontent. Bon, on attend la saison des résultats, je pense, qui ne seront pas encore vraiment impactés par ces droits de douane. Donc, je dirais que les messages qu'on a du consensus, c'est plutôt qu'on attend des bonnes surprises, en tout cas une espèce de maintien de la microéconomie face à la macroéconomie qui commence, elle, à anticiper le coût et puis qui se voit déjà dans l'aggravation chez certains comme la France du déficit ou des enquêtes qui montrent que l'inquiétude sur la consommation est présente partout, puisque les droits de douane, ça fait monter les prix et que les revenus ne sont pas censés augmenter énormément chez les ménages. Donc, on va être calé peut-être le 1er août, peut-être pas, peut-être que ça va être repoussé. Oui, donc, en fait, personne ne le sait, ni même peut-être Donald Trump. C'est aussi pour ça que les marchés actions réagissent pas. Ouais. En revanche, le marché directeur des taux, lui, réagit. Ouais. Donc, lui, il scrute les trajectoires budgétaires et puis aussi les trajectoires plus long terme de croissance potentielle du PIB, parce que l'exceptionnalisme américain était fondé sur une croissance notoirement plus importante que l'Europe, notamment. La Chine ayant aussi beaucoup baissé dans ses prévisions de croissance, enfin dans sa capacité de 10 à 5, entre guillemets. Bon, et ça, c'est une vraie question. C'est une vraie question moyen-long terme que les taux d'intérêt sont censés, en tout cas sur la partie longue de la courbe, à laquelle les taux sont censés apporter une réponse. Mais restons sur la micro, ça m'intéresse. On peut encore compter sur la résilience des corporates, de corporate America, la capacité à être agile dans un environnement toujours plus, je ne sais pas comment dire, frictionnel peut-être. Je crois que si vous regardez la pondération des indices et la masse de résultats produits par les valeurs technologiques, vous avez déjà la réponse. Je veux dire, si elles publient bien, je ne dis pas que le reste doit mal publier, mais c'est d'abord un point de focalisation pour tous les investisseurs. Et puis, c'est des masses tellement importantes que c'est déjà un leapfrog, un saut de mouton. On ne regarde pas trop le problème tarifaire. On se dit que ça marche dans la techno US. Et la techno US, c'est la suprématie US. Ouais. Et c'est America Inc. Et c'est America Trump. Ouais. Et c'est donc logique, légitime d'avoir vu le retour des marchés américains ces dernières semaines, depuis le point bas d'avril, emmené justement par ce secteur de la technologie et à nouveau ce groupe de valeurs, alors plus ou moins homogène. Il y en a 5, il y en a 6, il y en a moins, il y en a 7, j'en sais rien. Mais en tout cas, la Nvidia se rapproche de plus en plus des 4 000 milliards de dollars de capitalisation boursière après avoir perdu peut-être 30% en ligne droite au moment de libération des investisseurs sur ces valeurs, c'est la faiblesse du dollar. Enfin, pour un investisseur non-résident américain, c'est là où on peut dire, bon, bah, ça vaut un peu moins cher, ou alors j'ai un peu plus de pouvoir d'achat pour les acheter.
Mais sinon, je ne vois pas de changement d'attitude de la part des investisseurs sur ces valeurs. Mais peut-être que vous, oui. Mais... Non, mais il y a... je vois pas. Non seulement il n'y a pas de changement d'attitude, mais j'ai l'impression que pour le retail, pour le particulier américain, ça reste des cibles d'achat, quoi qu'il arrive. Tesla, peut-être pas, mais... peut-être pas Tesla. En tout cas, les grands, très solides, oui. Bon, sur cette résilience des corporates face notamment à l'adversité commerciale ou à la question des tarifs, on peut encore compter sur des entreprises capables de s'adapter et un choc tarifaire finalement encore reporté dans le temps, Pierre-Alexis? Oui, alors je pense qu'on a une vision, c'est vrai, un peu positive de l'économie, puisque vous avez des effets de stockage pré-tarifs qui font que, comparé au soft data, comparé à l'ambiance et à la confiance affichée par les investisseurs, on a des économies qui tiennent beaucoup mieux. Donc ça, c'est clair que le deuxième trimestre ne va pas nous donner beaucoup d'informations et je pense malheureusement pas que les entreprises vont vouloir beaucoup se prononcer sur le futur. Donc on n'aura pas tellement d'options et c'est compréhensible de leur part. Hein. Mais voilà, il y a un petit risque, on ait une sorte de souffle d'air qui s'éteignent une fois que les tarifs seront mis en place. Il y a quand même une réalité qu'il ne faut pas négliger. Qu'il ne faudra pas négliger. Et là, il faudra voir si les investisseurs continuent de regarder au-delà de la vallée, comme on appelle. Et ça, c'est un petit risque. Et il est clair que... on peut s'attendre encore à des révisions plutôt négatives en deuxième partie d'année. Je pense que pour les bénéfices des entreprises, ces publications-là vont plutôt être de bonne facture. Mais après, force est de constater qu'on peut avoir des mauvaises surprises. Donc ça, je pense que c'est clair. Mais aujourd'hui, ce que disent les investisseurs, c'est que tant qu'on ne rentre pas en schéma récessif ou en guerre commerciale, finalement, les entreprises vont réussir à s'adapter et spécifiquement les grands leaders techno, la fameuse corporate America. On n'aime pas State America, mais on aime bien corporate America. C'est Goldilocks. C'est Goldilocks. On retrouve quelque chose d'un peu boucle d'or. Et derrière ça, voilà, c'est là où les marchés sont très cohérents. Vous avez la hiérarchie des actifs qui est en train de changer. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui, quand vous regardez en prime de risque, on dit là, il faut vendre absolument les actions américaines. C'est beaucoup trop cher par rapport aux obligations américaines. Sauf que là, le problème n'est pas là. C'est qu'aujourd'hui, la hiérarchie dans ce nouveau paradigme, là où... Le risque est plus du côté de la dette américaine que si vous allez vers l'entreprise américaine et des actions américaines. Des débasements de monnaie, c'est l'actif qu'il ne faut pas avoir, c'est la dette. Voilà, c'est évident. Et donc, c'est en ça que dans ce nouveau paradigme, c'est assez compliqué de comparer le rendement des actifs entre eux. L'autre point qui me semble clé, c'est que vous avez des effets de masse qui sont considérables. On parlait de Nvidia. J'ai fait l'exercice depuis le plus bas du 8 avril. Oui. Nvidia a gagné 1800 milliards de dollars de capitalisation boursière. C'est l'équivalent du CAC 40 en flottant, de la capitalisation boursière du CAC 40 en flottant. Donc, c'est vrai que du coup, ça entraîne beaucoup les indices qui sont construits en capi. Ça pèse, on va dire, jusqu'à 7% du Nasdaq. Je dis bien du Nasdaq pour Nvidia. Et donc, ce qui est sûr... C'est une emprise énorme. C'est que quand vous regardez la façon dont la hausse s'est faite, elle s'est faite vraiment sur l'exceptionnalisme corporate américain. Voilà. Donc c'est sur l'innovation américaine, la techno, un peu la santé. Et ce pilier-là de l'exceptionnalisme américain, finalement, les investisseurs y accordent encore non seulement de l'attention, mais de la confiance. Aujourd'hui, déjà, vous n'avez pas l'équivalent. Et force est de constater que les investisseurs peuvent douter de la capacité des Européens à sortir des leaders de ce type. Non, mais la Chine. Les Chinois, oui. Il n'y a pas d'équivalent jusqu'à ce que DeepSeek arrive. Je rappelle que c'était quand même l'événement du 20 janvier dernier, au-delà de l'investiture de Donald Trump. Alibaba, vous avez quand même des belles choses. Mais c'est des marchés de capitaux qui ne sont pas accessibles. C'est des marchés de capitaux qui ne sont pas accessibles. Voilà. Et donc, de ce fait-là, clairement, pour l'instant, les gros investisseurs disent c'est là qu'il faut être. Après, la vraie bonne question qu'il faut se poser, est-ce que la politique mise en œuvre par Trump, si elle dure,
va permettre à ces sociétés-là de rester Leader en innovation. Et créer l'écosystème c'est un qui sujet. fait que l'innovation va rester aux États-Unis avec des effets de masse qu'on connaît. Bon, ce poison lent des tarifs, Hervé, on évoquait là dans l'émission ces derniers jours l'idée alors pas d'un choc, pas d'une rupture, mais d'un poison lent finalement, à diffusion lente, mais à diffusion quand même. Oui, alors, 3 mois, 3 semaines, la prochaine fois sera 3 jours pour négocier. Non, mais en fait, on n'en a aucune idée. Dans tous les cas, oui, il y a un poison lent, c'est-à-dire que l'image du monde est en train de changer. Et je pense que le paradoxe qu'il faut comprendre du côté des marchés, c'est que l'image du monde à moyen terme, on la voit, je peux en dire 2 mots. L'image du monde à court terme, on n'en a aucune idée. Et je dirais que sur les marchés, c'est exactement l'inverse. L'image des marchés à moyen terme, on n'en a aucune idée. L'image des marchés à court terme, on comprend un peu. Et en fait, il y a ce paradoxe, et c'est ça qu'il faut savoir gérer. À court terme, l'économie, bon, on ne sait pas bien. La politique commerciale de Trump, on ne sait pas où elle nous mènera. Y aura-t-il des mesures de rétorsion par les autres? On voit que Trump menace. Est-ce que ça suffira? La politique budgétaire de Trump, on la comprend un peu mieux parce qu'on a une loi. Mais en fait, on voit bien que à aujourd'hui, on nous dit il faut accepter un déficit des comptes publics américains de 6 à 7 points de PIB ad vitam aeternam. Est-ce que les marchés de taux vont rester calmes là-dessus? Bon, finalement, il y a plein d'inconnus, et donc mettre des chiffres, c'est s'amuser, parce qu'on ne sait pas. Par contre, à moyen terme, on voit bien, il faut passer de la politique à l'économie, la politique internationale, la géopolitique, on voit bien que le monde est en train de devenir plus petit. On va avoir plus de mal à trouver du sourcing en dehors de chez soi, en commençant par des choses très importantes comme les terres rares. Les marchés, les opportunités se referment. Donc en fait, il faut bien voir que le commerce mondial a quand même été l'un des grands moteurs de la croissance au long des dernières décennies. C'est en train de se refermer. Et puis, il ne faut pas... Ça se referme ou ça se recompose? Ou c'est les deux La recomposition implique que ça se renferme aussi un peu? Il y a une recomposition, on échange entre soi. Et puis, si on échange entre soi, par exemple, entre occidentaux, si tant est que le mot ait encore du sens, ça fera moins de croissance que si on échange avec les Chinois ou les Indiens. Pour une bonne partie du monde, les échanges avec la Chine n'ont jamais été aussi importants. Oui, mais c'est un autre monde que le nôtre. Ouais. Et puis, il ne faut pas oublier que dans ce monde qui est en train d'apparaître, où tout le monde va se méfier les uns des autres, où en fait, il n'y a plus une hégémonie américaine, le monde devient pluriel et instable. Dans ce cas, le comportement des États-Unis, je vis au-dessus de mes moyens, mais ça n'a aucune importance. Tous les capitaux du monde veulent venir chez moi, donc je n'épargne pas, tout va bien. Mais en fait, ça ne va plus être possible. Donc, on va avoir une contrainte, et c'est ce que le dollar nous dit aujourd'hui, on va avoir une contrainte sur la taille du déficit, et ça veut dire aussi que les Chinois vont devoir consommer plus, et que les Européens vont devoir faire des efforts d'investissement qu'ils n'ont pas fait jusqu'à maintenant. Donc en fait, il y a ces changements-là. Et puis, en termes de politique économie, l'antagonisme que l'on a dans tous nos systèmes, la montée de l'illibéralisme, ça fait quand même des fonctionnements de politique et de politique économique. Moi, bon, c'est Trump avec son déficit. Et donc, ça, c'est la vision de moyen terme. Et c'est ce qu'il faudrait intégrer en termes de stratégie de marché. Du côté des marchés, comme on n'a pas fait l'effort, où on ne sait pas le faire à aujourd'hui, on est dans le court terme. Dans le court terme, c'est tellement simple. Alors, il y a du côté des actions et du côté des obligations. Mais du côté des actions, vous dites, je joue les tendances. Alors, la tech, c'est une tendance. On peut dire que la santé, c'est une tendance. On peut dire que la défense, c'est une tendance. Et en fait, par défaut, vous jouez ça. Ça marche plutôt pas mal, et puis voilà. Et puis, moi, je pense que c'est le marché obligataire qu'il faut que l'on écoute. Bien sûr. Le marché obligataire, l'or. Là, on a des messages. Le marché obligataire, il nous dit il y a plus de risques et moins de croissance économique. Voilà, et ça, il faut l'entendre. Et c'est cohérent avec la vision de moyen terme. Les actions, ils vivent leur vie, mais c'est un peu sur un petit nuage. Et donc, le court terme sur les marchés. Mais en fait, le problème, c'est qu'il faut savoir rester agile
parce qu'à un moment, il y aura une confrontation entre le court et le Et le moyen. moyen terme. Bon, note de blog de 2 économistes de la Banque Centrale Européenne sur la proportion du commerce qui est fait entre la zone euro et les pays dits illibéraux ou sous dictature, etc. Et c'est une part du commerce qui augmente, et notamment pour, vous l'avez cité, pour des matières premières critiques à la transition, en l'occurrence, et les terres rares. Donc il y a petite note de blog pour ceux qui s'intéressent à ce sujet-là. La question du dollar et des taux, effectivement, Igor, de manière très pragmatique, quand on rentre un nouveau client chez Vital Épargne, on le couvre sur ses actifs en dollars aujourd'hui. C'est pas naturel de se couvrir contre la baisse du dollar dans un portefeuille. C'est ce qu'on disait auparavant. Le risque de change, il est très important pour les produits à rendement fixe. Puisque le risque de change, c'est un risque variable. On se couvrait sur les obligations. Ça, on couvrait le risque de change. On a une rémunération variable. Donc en général, on ne couvre pas le change. Bon, les clients qui sont en zone euro, il y en a peu qui veulent du dollar. Alors aujourd'hui, ce n'est pas du tout à la mode de vouloir du dollar parce que ça baisse, mais c'est justement quand ça baisse qu'il faut acheter. Déjà, après la dédollarisation, je n'irai pas trop vite en besogne. Ça, c'est quand les matières premières ne seront plus libellées en dollars. Mais quand j'entends des gens dire oui, l'or a monté, oui, mais en euros, elle a baissé. Non, oui. Voilà, donc... faut corriger de 10%. Hein. Voilà, donc... Un bon 10%. Moi, je ne fais pas de gestion monétaire, de gestion cambiste. Forex, parce que en fait, c'est très, très dur. Je pense qu'il faut accepter le fait que les economics moyen-long terme des États-Unis sont vus comme plus faibles qu'avant. C'est le message que nous donne le dollar. Est-ce que c'est tendanciellement vrai et dans quelle mesure? Parce que si on passe de 3% de PIB nominal potentiel à 2, voire 1,5%, c'est sûr que le monde va vraiment changer. L'hégémonie américaine va vraiment se réduire au fur et à mesure. Mais je reprends ce qui a été dit, c'est les États-Unis, 80-90% de la circulation des capitaux dans le monde. Ça, si ça change, et ça devrait normalement changer, parce que c'est pas possible d'avoir un pays, certes, qui représente 25% du PIB mondial, mais qu'est-ce qu'on fait des 75 ? Alors, ils auront des problématiques de monnaie, convertible ou pas, c'est la Chine. Nous, on a une très belle monnaie, entre guillemets, qui pourrait servir. On n'arrive pas à donner une image suffisamment forte et saine, alors que nos comptes publics globaux sont plutôt en voie d'assainissement. Donc ça, c'est des vrais enjeux. Et puis, il y a un autre enjeu, alors plus long terme, c'est le vieillissement démographique. Et qui influe beaucoup sur le potentiel acheteur d'obligations. Parce que plus on vieillit, moins on prend de risques, plus on achète des obligations. Et ça vient contrebalancer un peu ce que vous dites sur la hausse des rendements. Parce que vous avez des acheteurs naturels. Avec le vieillissement de la population, on va trouver des acheteurs marginaux de dettes obligataires. Avec quelqu'un qui m'a dit il faut avoir 100 moins son âge en action. Donc quand on a 100 ans, on n'a plus d'actions. C'est pas mal, je ne connaissais pas la formule. D'accord. 100% moins son âge. Donc voilà. Mais non, c'est normal, on prend beaucoup moins de risques à la fin de sa vie. Bien sûr. On doit et on veut transmettre quelque chose de... Donc ça, c'est aussi des contre-effets. Donc c'est quand même très dur de penser dans 10, 15, 20 ans comment sera le monde. Parce que, mais à ce stade, d'accord avec ce que disait Pierre-Alexis, le renversement de la hiérarchie des risques sur les marchés. Ah oui. Ouais, d'accord. Complet, c'est très dur de gérer les taux aujourd'hui. Donc on fait un peu de crédit à yield, parce que ça, c'est un peu de l'actif risqué, c'est un peu une gestion action. C'est une gestion fonda, on regarde la qualité de crédit. Mais tous les gérants obligataires qu'on rencontre, ils ont beaucoup de mal à nous dire le point de courbe, là, il est intéressant. Ils sont pris à revers tout le temps. Et le problème, c'est que quand on fait la gestion obligataire, c'est une gestion qui ne doit pas perdre de l'argent. Donc, quand vous avez des VL qui sont négatives, le client, il n'est vraiment pas content. C'est intéressant sur ce marché obligataire. Parlons des taux, bien sûr. L'épisode britannique, le laboratoire britannique est toujours intéressant. Donc, les larmes de Rachel Reeves déclenchent un moment de mini-crise, j'ose pas dire crise, sur le marché obligataire britannique, en mémoire de ce qui s'était passé avec Liz Truss en octobre 2022. Donc dans des proportions qui ont été beaucoup plus mesurées il y a une semaine de cela, mais qui montrent que dès qu'un gouvernement s'écarte ou semble s'écarter du narratif macro ou du narratif d'orthodoxie budgétaire qui est le sien, en l'occurrence du gouvernement travailliste britannique, les marchés peuvent partir très vite, très fort, quoi. Vous savez ce qu'on dit, hein, il faut des années pour bâtir la confiance, quelques minutes pour créer la défiance. Voilà, et donc malheureusement pour les Royaumes-Unis, Liz Truss, ça ne va pas s'oublier de sitôt. Hein. C'était plutôt une économie et une banque centrale qui étaient très respectées. Voilà, il y a eu un certain nombre de choix politiques qui ont été faits, donc il y a un peu moins de parapluie.
et aussi une transition économique qui n'est pas simple à faire au Royaume-Uni avec de la dette. Donc, Mais c'est un rappel à l'ordre pour tout le monde. Je voyais au Japon, là, alors désolé, je ne suis pas la politique japonaise au jour le jour. J'ai découvert il y a quelques temps qu'il y avait des élections sénatoriales à la fin du mois au Japon, que potentiellement la majorité pouvait évoluer autour de ce scrutin et que l'opposition japonaise, qui n'a jamais le pouvoir, demande effectivement des efforts, enfin une dépense budgétaire beaucoup plus importante que l'autre. Et tout de suite, on voit sur des 30 ans japonais que ça a de l'impact. Oui, mais la base est faible. La base du taux est faible. Donc, tout petit mouvement, d'accord. Relativement. On est quand même à 3% maintenant sur du 30 ans. Mais là, je pense que sincèrement, les investisseurs, et c'est pas qu'aux États-Unis, c'est vraiment sur tous les États, commencent à acheter la théorie des rendements décroissants. C'est-à-dire que la croissance dopée au déficit budgétaire, ça marche pendant que vous faites du déficit, et puis une fois que vous avez fait votre déficit, faut faire plus de déficit pour recréer de la croissance. Donc on est dans ce système-là. Et là, aujourd'hui, ce qu'on vous dit, c'est que moi, je préfère acheter du corporate plutôt que du state. Voilà, c'est plus généralement, globalement. Oui, globalement. Et donc voilà, et on reste dans ce phénomène-là. Après, la signature des entreprises et la signature des États. Voilà, exact. Pour l'instant, c'est le cas, puisqu'il y a aujourd'hui, en effet, une capacité d'organisation, de réactivité, d'adaptabilité qui est beaucoup plus forte. Et même d'arbitrage entre les pays, ce que font très bien les multinationales, qui est beaucoup plus forte du côté des entreprises que du côté des États. Donc ça, je pense que c'est un point clé, et ça tiendra jusqu'à ce qu'on soit dans des scénarios extrêmes de récession, de guerre commerciale. Où là, on retrouvera de l'appétit, du refuge à travers des actifs publics, quoi. La réalité aujourd'hui, c'est qu'on va rentrer plutôt dans un concours de beauté entre États pour attirer les capitaux. Voilà, aujourd'hui. La guerre de l'attractivité du capital. Voilà, donc, avant qu'on essaye de mettre en place des normalisations budgétaires, mais de toute façon, on le voit, qui prendront beaucoup, beaucoup de temps et qui sont difficiles à mettre en place. Qu'est-ce qu'elle va produire, cette méga loi américaine, Hervé ? On est toujours le marché, on évoquait les marchés actions et les marchés obligataires, mais plus de déficit, ça reste l'idée que ça génère quand même de la croissance ? Alors, c'est pas plus de déficit, en fait, c'est une stabilisation du déficit autour des niveaux actuels, à haut niveau, ad vitam aeternam. Alors, ça ne pose pas de problème si on reste dans le schéma précédent, c'est-à-dire beaucoup de capitaux qui rentrent aux États-Unis et un appétit pour les titres du Trésor américain. Dans ce cas-là, ça s'équilibre. Si on a moins d'investisseurs étrangers avec un stock de refinancement qui est le même, dans ce cas-là, c'est pas compliqué. Il faut trouver, par la théorie des vases communicants, d'autres acheteurs. Alors, soit c'est les acheteurs privés, et là, le vieillissement de la population peut-être aider, croisons les doigts, soit c'est la Banque centrale. Ouais. Et en fait, on comprend bien que lorsqu'on dit soit c'est la Banque centrale, ça veut dire que le travail de réduction du bilan de la Banque centrale, il faudrait qu'il s'arrête. Et puis, ça veut dire une connivence entre la Banque centrale et le Trésor. Et en fait, ce qu'on voit aujourd'hui autour de Jérôme Powell, qui est-ce qui pourrait le remplacer ? Ça serait bien qu'il parte plus tôt. Tout ce genre de choses, ça participe aussi de cela. Un autre élément qui participe de cela, l'assouplissement de la régulation bancaire aux États-Unis. Oui. Comme par hasard, aujourd'hui, il y a des modifications de cette réglementation qui font que la capacité d'absorption de titres d'État par les banques commerciales américaines augmente. Tiens, on libère la place. On libère la place dans les bilans pour acheter des actifs et des dettes d'État. Et donc, en fait, ça peut marcher, ça ? Écoutez, oui, évidemment. Ça peut marcher parce qu'il y a de la place pour cela. Et dans le monde de demain, si on croit au moyen terme que j'ai décrit, l'appétit pour le risque, j'en sais rien. Aujourd'hui, on dit, OK, j'ai mes trends et je les joue, mais on n'en sait rien. Et puis, il ne faut pas oublier que c'est un autre élément qu'il faut prendre en compte. L'hommage lige rendu par tous les grands patrons américains, patrons de banque compris, à l'auguste président Trump, ça participe aussi de cela, quoi. Donc, en fait, on dit
qu'il faut avoir des raisonnements très différents entre quand on regarde le secteur privé, quand on regarde le secteur public. En fait, aux États-Unis, dans USA Inc., il y a USA Corp aussi. Et donc, je pense que les frontières que l'on avait avant, du temps où on croyait à l'autonomie de la logique de marché et que l'État petit, c'était mieux, c'est quand même des codes qui sont en train d'être remis en cause, en n'oubliant pas que si tout ça, ça ne marchait pas, et ainsi les taux longs continuaient de monter, pour la planète marché, ça serait quand même pas une bonne nouvelle, parce qu'à un moment, ça contaminerait le marché du crédit. Ça peut se payer. Et peut-être que ça contaminerait aussi le marché action. Parlons de l'Europe aussi dans ce contexte, Igor. Alors ça a été un des thèmes de ce premier semestre et notamment du début du premier semestre, l'idée que l'Europe avait des atouts à faire valoir face à une Amérique un peu troublée, perturbée par l'administration actuelle. Est-ce qu'on est toujours dans cette idée-là ? Est-ce que l'Europe gagne en confiance vis-à-vis des investisseurs au fur et à mesure que les États-Unis en perdent ? Peut-être un peu, mais moi j'ai l'impression que c'est un peu un argument marginal, intellectuel, qui ferait très plaisir à une sphère politico-médiatique. On aime en discuter, quoi. Ce qui est vrai, c'est que l'euro est une monnaie de réserve internationale. Bon, ça c'est un fait. Pas suffisamment, mais c'est un fait. Donc ça a la capacité d'absorber pas mal de flux. En termes de croissance, on est très médiocre. En termes de gouvernance, si on prend les grands pays, la France, l'Allemagne, c'est quand même pas très rassurant. Alors, si on prend l'Espagne, l'Italie ou les pays scandinaves, la gouvernance institutionnelle, les pouvoirs en place sont plutôt crédibles, parce que derrière la défiance et la hausse des taux d'intérêt sur la dette publique, c'est bien sûr les dérapages, mais c'est surtout la défiance vis-à-vis du pouvoir en place et de la personne qui l'incarne. La gouvernance, Voilà, quoi. la gouvernance. Mais donc, même sujet aux États-Unis, oui, c'est ça. Chez nous... Ah oui. Bien que les marchés soient très composés. C'est un sujet ESG, quoi. Oui, Schmerz, il a quand même été élu au deuxième coup, donc c'est très bancal. Donc les patrons allemands, ils sont quand même pas très tranquilles avec cette situation. Et donc c'est vraiment une défiance. Et aux États-Unis, on a une certaine défiance, pas tellement sur l'institution américaine, mais sur les ups and downs des discours. Et quand on traduit ça du point de vue des marchés actions, le marché action européen aujourd'hui est à son prix dans son ensemble. Quand on a dit ça... Le marché européen, il sera toujours décoté par rapport au marché américain, tant que 90% des flux iront de l'autre côté de l'Atlantique. Déjà, ça c'est une... Donc ça n'a pas changé. Hein. Bon, vous voyez, la semaine dernière, encore les flux repartent vers les actions et la tech américaine. Alors, deux choses. Les discussions sur les tarifs ont déjà fait une partie du boulot, c'est-à-dire faire baisser le dollar et faire monter toutes les autres monnaies exportatrices, francs suisses, euro, etc. Donc ça, c'était quand même son premier objectif. Il l'a atteint. Nous, on a une monnaie assez forte. On a des sous-classes d'actifs, les small et mid, qui se sont réveillés. Il n'y a pas besoin de beaucoup de flux pour les faire monter, mais c'est quand même quelque chose de notable. Et ensuite, moi, je dirais les grandes valeurs internationales qui font le même job que les grandes valeurs américaines, type Airbus, qui sont portées par une dynamique, ça, il faut les acheter. Entre guillemets, elles sont chères, elles sont au plus haut. J'entends. Mais si on a des choses internationales en Europe à acheter, c'est ces valeurs-là qui sont très solides, qui ont un process industriel, de la techno. Voilà. Après, on peut aller vers les valeurs des côtés. Hein. On parlait des spiritueux. S'ils sont dans l'exception, on regarde le cours de Pernod Ricard. Ça y est, c'est value, oui, ces boîtes-là. Value, mais ça peut être dans un mois plus le cas. Enfin, là, c'est le sujet chinois qui a été réglé. Le sujet américain, il est encore... Voilà, on peut faire ça. Donc, l'Europe a des marchés de capitaux qui sont achetables, mais toujours avec du stock, du sector picking. Ça remplacera pas dans une allocation le poids des actions américaines. Ça, j'entends bien. Les valeurs techno américaines, et ils vont vous dire toujours mais pourquoi j'en ai pas, etc. Alors c'est plus facile maintenant qu'il y a Trump et qui fait des facéties orales, donc ils ont un peu. Mais les faits montrent que les perfs sont quand même exceptionnels encore. C'est effectivement, si on se pose la question du positionnement aujourd'hui, dans une allocation action notamment, où est-ce qu'on en est, Pierre-Alexis ? Il y a eu cette phase de leadership des actions du reste du monde par rapport aux actions américaines, et puis depuis quelques semaines, fin du deuxième trimestre, c'est plutôt les États-Unis qui regagnent en leadership avec, on le disait tout à l'heure, les mêmes bonnes vieilles recettes autour de la tech américaine.
Oui, non, mais je pense qu'il y a eu un petit peu d'effort côté européen. Je pense qu'en relatif, quand même, les États-Unis ont un peu baissé et D'accord. l'Europe C'est un peu rééquilibré monté, quand même. principalement grâce à l'Allemagne et à son plan d'infrastructure, qui donne quand même un début de solution au manque d'innovation, au manque de compétitivité européen qui est mis en œuvre très clairement dans le plan Draghi. Donc, c'est un peu plus crédible. Maintenant, c'est toujours le même problème. Il faut passer des belles annonces à l'exécution. Et l'exécution en Europe, par contre, c'est là où ça pêche. Parce que moi, je prends souvent l'exemple du Green Deal versus l'IRA. C'est à peu près les mêmes engagements de budget. En Europe versus US, sauf qu'il y en a un qui a été réalisé vite, bien, de façon pragmatique, et qui a eu des effets très forts. Green Deal, ça a eu des effets en Italie. Voilà. Oui. Et après, on ne sait pas trop où ça a permis de stabiliser l'Italie et la trajectoire, si mal, et la trajectoire italienne, ce qui est déjà un victoire en soi. Et donc il y a des effets de masse. On va voir un peu ce que devient la défense de l'Europe. On sait très bien qu'à un moment ou à un autre, il va falloir quand même avoir une organisation industrielle transfrontalière. Est-ce qu'on va réussir à faire cette organisation industrielle un peu transfrontalière sur ce pôle d'excellence-là à voir. Voilà, donc il y a quand même des vraies questions. Et donc, ce qui s'est passé, c'est d'ailleurs assez étonnant. C'est-à-dire qu'en monnaie locale, en dollars, finalement, le marché américain et le marché européen sont quasiment à parité. Et c'est ce qui fait la différence, c'est la devise. C'est la devise. Et ça, c'est quelque chose qui va continuer. Enfin, cette volatilité d'échange, c'est un nouveau régime qui s'installe. Nous, on a un raisonnement assez simple, c'est que dans ce nouveau paradigme, je pense qu'un peu de diversification est quand même plus intéressante. Voilà. Parce que, en effet, une manière de se prémunir. Il y a une incertitude sur le moyen terme qui est réelle et qu'il faut quand même, sur lequel il faut se positionner. Donc, et diversification, ça nous amène jusqu'où alors? Donc, ça vous amène à avoir les trois blocs. D'accord. Il faut que vous ayez un bloc américain, il faut que vous ayez un bloc européen, il faut que vous ayez un bloc émergent, asiatique. Un bloc émergent asiatique. Voilà. C'est à notre avis la bonne façon d'aborder cette période avant d'avoir un petit peu plus de clarté sur, en effet, les processus moyens. Il y a des décorrélations intéressantes aujourd'hui entre les mouvements des actifs de ces différentes zones. Et après, l'autre point qui est très simple, c'est que le croissance mondiale a été le maire de la croissance. Le commerce mondial a été le maire de la croissance sur les 20 dernières années. Ce sera sans doute moins le cas. Et donc, aujourd'hui, les grands exportateurs qui ont été les grands bénéficiaires de ce phénomène-là, on peut avoir des valeurs plus domestiques donc les petites et moyennes valeurs, qui tirent leur épingle de jeu. Et ça vous apporte de la diversification, de la vraie diversification. Et ça reste un compartiment, un univers, vous le connaissez particulièrement bien en Europe. Alors, il y a une profondeur incroyable, des prix qui restent intéressants, il n'y a pas de survalorisation. Vous avez un effet bas. Ces valeurs-là sont loin d'être au plus haut en termes de marge et en termes de dynamique et en termes de dynamique de chiffre d'affaires. Donc, on l'a vu avec Rheinmetall. Ça vivotait et puis à un moment, hop, les camions sont partis et donc vous avez eu des bénéfices qui ont été multipliés par 4. Donc, on peut avoir, ce ne sera pas sur toutes les valeurs de la cote évidemment, mais on peut quand même avoir ces effets-là. Donc ça, des game changers. Et donc ça, c'est un vrai game changer. Si vous avez un peu plus de vent dans les voiles avec des effets multiplicateurs qui sont importants, je pense que c'est un point clé. Et après, en effet, bon, ça a un petit peu rattrapé, mais on est loin quand même on est loin d'être à des niveaux d'euphorie sur ces valeurs. Et je pense que réellement, ça vous apporte de la diversification, ça vous protège quand même plus d'effets tarifaires qui pourraient être désagréables. Voilà, donc je pense qu'on a un vrai intérêt à soigner sa construction de portefeuille et sa diversification dans le contexte actuel, parce qu'il faut être très franc, personne ne sait à 6 mois où seront les tarifs. S'ils sont à 10%,
Même à Plutôt 3 une semaines. bonne- Oui, oui. Si on est plutôt à 23-24, bon, Ouais, ouais. il va quand même avoir un Ouais, moment j'entends. un Oui. peu plus complexe. Il y a l'épaisseur du trait, et puis il y a quand même, oui, On entre passe de 15 deux. et 25%, Voilà, c'est pas la même on était histoire. à 2 avant. Oui, Hein. oui, 2,5. On passe de 2 à 24, ça fait x12. Ouais, bien sûr, bien sûr, Ça bien va sûr. se voir, quand C'est même. quand même un péage qu'il faut prendre en compte. La question un peu désagréable, Hervé, il y a une séquence française qui arrive avec, là aussi, des gages attendus à délivrer face aux créanciers de la France sur la capacité à s'engager au moins sur une trajectoire responsable. Oui, c'est des moments importants, là, 15 juillet, et puis bien sûr toute la période budgétaire à l'automne. Parce que j'avoue que la France, moi je veux bien en parler tous les jours, j'en parle si le marché me dit qu'il faut en parler. Et c'est vrai que le marché ne donne pas l'indication, en tout cas importante, qu'il faut mettre la France là tout de suite sur la table, forcément, comme sujet. Alors, progressivement, la France est quand même à la traîne. Hein. Elle est à la traîne en termes de performance financière, que ce soit obligataire ou action. Elle est à la traîne en termes de croissance économique. Il ne faut pas oublier que si vous prenez une chronique longue, on était au-dessus de la moyenne Europe ou zone euro. On était à la moyenne et maintenant on est en dessous de la moyenne. Donc on voit bien qu'il y a quand même un étouffement de la croissance française avec donc une équation budgétaire qui est très très compliquée. On a des prélèvements très élevés, on a un déficit très élevé, on a une dette très élevée. Donc on voit bien que ce que l'on doit faire, c'est toucher aux dépenses, mais quand on nous parle de dépenses, on dit le socle du social. C'est intouchable. Il faut faire des efforts sur la défense et politiquement, on voit bien que toucher aux dépenses, c'est très compliqué. Donc, en fait, dans ce cadre-là, on a l'impression qu'on est complètement bloqué. Les deux éléments de déblocage que l'on a, c'est soit la croissance. Alors, la croissance, ça ne s'invente pas, parce que créer les réformes de structure qui nous feraient dans X années avoir plus de croissance, on n'y est pas. Soit travailler plus. Hein. Et en fait, c'est quand même un des leviers, voilà, produire plus, travailler plus. C'est un des leviers que l'on a. Est-ce que politiquement, il est acceptable ? Vraisemblablement pas. L'autre levier, puis après il y a un tour de passe-passe, l'autre levier, c'est se dire, mais finalement, dans mes prélèvements, est-ce que tout est bien du domaine du public ? Par exemple, est-ce que les retraites, ça doit faire partie des prélèvements obligatoires ? La retraite de base, peut-être. Les retraites complémentaires, on pourrait très bien avoir un débat et on arriverait à la conclusion, non. Le chômage, non. C'est-à-dire que dans les prestations sociales, ce qui est du domaine de l'universel peut être mis dans un budget collectif, ce qui est du domaine de l'individuel. Et donc, on peut sortir des choses, on peut sortir des déficits. Et puis, la solution, parce que là, on voit bien que la croissance ou la définition, c'est oser. Et dans ce cas-là, c'est ne rien faire. C'est une année blanche, c'est-à-dire je ne touche à rien. Mais les Espagnols en sont à leur 3e année blanche. Hein. Donc en fait, c'est des trucs si on en fait une, c'est pas qu'une qu'il faudrait faire. Oui, j'entends bien. Mais ça peut se débloquer, selon vous, j'allais dire, en douceur, entre guillemets. Je dis pas qu'il ne faudra pas faire d'efforts, mais sans passer par un grand chamboule-tout qui paraît compliqué sur le plan politique. Enfin, on verra ce qu'il en est dans quelques mois. Mais politiquement, si on peut garder une forme de confiance des marchés avec les spécificités du paysage je pense que politique actuel. La confiance des marchés, elle est liée à deux choses. D'abord, le poids de l'économie française. En Europe, c'est un sacré paquebot. Et derrière ce poids, l'idée que si ça va mal en France, ça ira mal partout en Europe. C'est le pavé dans la mare qui éclabousse tout. Et donc, en fait, on se dit... Si je tombe, d'autres tomberont avant ou avec moi. Je ne vais pas jouer à ce jeu, quoi. Et je pense... Alors, ça ne rassure pas de dire cela, mais ce qu'il faudrait rêver, c'est qu'à la rentrée, on ait des députés qui se soient achetés une vertu, qui se disent l'intérêt commun, il est là, quoi. Mais ça, peut-être rêver. Je ne sais pas s'il y a des cahiers de vacances pour ça. Il faudrait. Igor. Ce qui est inquiétant dans la situation française, au-delà des éléments techniques mentionnés, c'est qu'on a l'impression qu'ils ne savent plus d'où vient le déficit. Enfin, c'est un tonneau des Danaïdes. La dérive. La dérive. On n'arrive pas à identifier même d'où ça vient. Donc ça, c'est gênant. Et en fait, les marchés sont confiants tant qu'il n'y a pas d'événement institutionnel. Type dissolution,
d'émissions, quelque chose qui fragilise. Redissoudre pourrait entraîner une un crise scandale, financière ou un... voilà. D'accord. Dès que l'institution 5e République va être un petit peu tanguée, ils vont regarder la dette. Pour l'instant, on va avoir une communication comme d'habitude, parce qu'on est les as de la communication, qui va probablement noyer le poisson. On va promettre des choses qu'on ne fera pas, puisque c'est quand même depuis 1974 ce qu'on fait, donc pourquoi pas continuer. Et je pense que les marchés peuvent, entre guillemets, s'accommoder de ça pour les raisons évoquées. C'est trop gros, la dette publique française, c'est la 2e dette traitée. Le marché action français, c'est le CAC 40 est un des indices les plus répliqués au monde, après les indices anglo-saxons. Ouais. On fait partie d'une chaîne, heureusement, parce que ça nous laisse un peu dans le globalisme et le capitalisme, mais on n'a aucun impact sur des changements Et structurels. vous l'avez ressenti auprès des clients, une forme de désaffection pour les actifs français traditionnels, les actions, le CAC, ça s'est matérialisé Pas plus qu'avant, je D'accord. dirais, pas plus qu'avant. Les performances de ces actions mais le françaises CAC sont un peu 40, en dessous. Ouais, mais il y a eu un bon C'est lié à rebond la du CAC. composition aussi, Oui, j'imagine, des indices. Parce que hein. le luxe est complètement effondré. Donc, mais si vous regardez Airbus, Safran, Schneider, c'est des super perfs depuis des années. Il y a une muraille de Chine entre la vie du CAC 40 et la vie politique française, Pierre-Alexis ? Oui, tout simplement parce que les gros poids du CAC 40 sont internationaux. Donc, il y a une muraille de Chine jusqu'à un certain point. Voilà. Et à partir d'un certain point, vous allez avoir un certain nombre de secteurs qui sont principalement les secteurs régulés, qui vont beaucoup souffrir de la situation. Et après, bon, l'autre point qui est clair, c'est que on joue à ne pas respecter notre parole vis-à-vis de partenaires, sauf que derrière, si vous voulez être un peu plus constructif sur l'Europe, c'est pas comme ça que vous faites l'Europe. C'est-à-dire qu'à un moment ou un autre, et on le voit, il y a eu un certain nombre de déclarations assez fortes, notamment du président des Pays-Bas sur la France, qui commence à en avoir un peu ras-le-bol. À s'agacer. Voilà. et donc du coup, derrière... Venant des Pays-Bas, c'est pas étonnant. Déjà beaucoup. J'allais dire, le problème, c'est quand ça viendra de l'Espagne, du Portugal et de tous ces pays-là aussi. Mais oui, c'est un porte-parole. Ah ouais. Bien sûr. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Plein Marché ce soir. Pierre-Alexis Dumont, Sycomore Asset Management, Igor Demac, Vital Épargne et Hervé Gouletker, Accuracy. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de la dette, mais non pas de la dette d'État. On parle de dette d'entreprise et de la dette qu'on qualifie à haut rendement avec le directeur général de Flornoy-Ferry qui est à mes côtés en plateau, Teddy DeVitt. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Flornoy-Ferry, qui est la division gestion d'actifs de Groupe Premium. Le point que vous soulevez parlant de la dette d'entreprise dite high yield ou à haut rendement, c'est que cet univers a profondément changé au cours des dernières années, notamment pour gagner en qualité. Tout à fait. En fait, si on fait un petit retour historique, la dette, le haut rendement dans les années 80, ça s'appelle le junk bonds avec... Obligations pourries, obligations c'est comme pourries. ça qu'on le traduisait. Oui. Absolument, donc c'était des obligations qui servaient essentiellement à financer des LBO. Et il y avait un financier américain très connu qui s'appelait Michael Milken à l'époque, de Drexel Burnham Lambert, qui a lancé ces obligations très connues. Depuis, l'écosystème crédit a énormément changé et progressé, et notamment depuis la crise financière. Donc, il y a deux grosses raisons. La première raison, c'est que les fonds de private equity ont cherché des relais de croissance en créant des fonds de dette privée. Et ces fonds de dette privée, la dette privée a contribué au financement des entreprises beaucoup plus que ce que l'on pensait à l'époque, puisqu'ils ont même pris la place des banques dans pas mal de cas. Et en ce qui concerne le haut rendement, on peut dire que ces fonds de dette privée sont venus comme une espèce de sas qualitatif, où ils viennent préempter en amont de ce qu'on appelle le marché primaire du l'émission des nouvelles dettes. Exactement. Et ils viennent préempter en fait les noms les moins solides, ceux qui sont les moins matures d'un point de vue cycle de financement, etc. Parce qu'ils leur proposent un deal bilatéral avec un interlocuteur seulement. Alors, c'est pas gratuit. Non. Souvent, les taux sont plus élevés, les conditions sont féroces. C'est à 2 chiffres, généralement. Exactement. C'est souvent à 2 chiffres. C'est même souvent proche au-dessus de 15. En tout cas, pour les plus faibles. Et c'est vrai qu'en bout de course, du coup, sur le marché obligataire, il n'y a plus que des émetteurs à yield plutôt de meilleure qualité. Je comprends.
Et par exemple, si je dois vous donner un chiffre de notation, la notation en 2008 des émetteurs, c'était plutôt triple C. Ah oui. En 2008. Ah oui. Avant 2008 et 2008. Dans l'univers high yield. Dans l'univers high yield. Aujourd'hui, on est sur une moyenne à double Triple C, je dis dans la gradation des qualités, c'est proche du défaut. C'est vraiment voilà. C'est très spéculatif. Et aujourd'hui, on est plutôt à double B-, donc c'est 5 marches d'amélioration. Bien sûr. Et quand on regarde le marché du high yield en Europe, c'est à peu près 400 milliards. Il y a 70%, c'est du double B. Donc ça a beaucoup changé. Ça, c'est le premier élément. Donc c'est la dette privée qui contribue à préempter et qui est un sas un peu de qualité. La deuxième chose, c'est les banques centrales. Et oui, parce que depuis la crise financière, le gros risque principal, on va dire, pour le high yield, c'est le défaut. Et c'est vrai que l'attitude des banques centrales, avec ce qu'on appelle le put des banques centrales, permet finalement d'éliminer souvent les risques extrêmes, ou en tout cas limiter les risques systémiques. Et c'est vrai que du coup, le risque a changé. Il y a toujours des risques, mais on a quand même lissé ou annihilé un certain nombre de risques macroéconomiques extrêmes. C'est ça. Exactement. Que personne n'a envie de contempler aujourd'hui. Et du coup, on est passé du junk au sweet spot. C'est ça, oui, le c'est high yield. ça. Voilà. Le haut rendement. Et donc, sweet spot, ça veut dire que pour un investisseur aujourd'hui, pour un client chez vous, Flornoy Ferry, chez Groupe Premium, il y a évidemment beaucoup d'intérêt à détenir des produits qui ont comme sous-jacent de la dette à haut rendement. Quelle place est-ce que ça a dans un portefeuille, dans une allocation, et comment est-ce qu'il faut les considérer? Quand vous dites sweet spot, qu'est-ce que ça veut dire? On parle quand même d'actifs risqués, toujours. Tout à fait. Non, mais ça reste un actif risqué, vous avez raison. En fait, comme dans tout, on considère le compromis rendement-visibilité, rendement-risque. Est-ce que on n'a pas été tout seul, très loin de là, à le faire, mais suite à la grosse remontée des taux en 2022, sont apparus ce qu'on appelle des fonds datés. Oui. Donc des fonds datés, c'est des fonds qui ont une date de fin. Et donc, dans le cas du high yield, nous, on a lancé une offre de fonds datés à haut rendement depuis janvier 2023 qui a rencontré un engouement assez fort, puisque on a réussi à lever à peu près 1 milliard d'euros. Et typiquement, il y a dedans uniquement du high yield. D'accord. Voilà, c'est des échéances, c'est des fonds datés ou fonds à échéance. Généralement, c'est quoi? Des horizons de 5 ans, c'est ça qu'on propose Oui, on avait fait 2 ans, 3 ans, 5 ans. En fait, on a 25, 27, 29, 31. D'accord. Et 31, c'est le nouveau millésime. 31, c'est le nouveau millésime qu'on vient tout juste de lancer. Il y a quelques jours et qui est référencé depuis pas très longtemps chez nos partenaires assureurs. Comment fonctionnent ces solutions? On en a régulièrement parlé, mais qu'est-ce qui caractérise ces solutions de fonds à échéance, de fonds datés chez vous, chez Flornoy Ferry? Quel type d'univers? Alors, high yield, est-ce que c'est essentiellement européen? Est-ce que vous allez aussi sur du high yield américain? Là aussi, il y a peut-être des différences de qualité d'ailleurs entre l'univers haut rendement aux États-Unis et l'univers haut rendement en Europe. Qu'est-ce qui vous intéresse là? Alors, on ne voulait pas nous mélanger et empiler les risques, donc on reste sur du high yield européen. Et comme chez nous, comme chez d'autres, on a tout simplement un portefeuille d'obligations high yield diversifié que l'on sélectionne dès le début avec évidemment des analystes, des gérants analystes. Donc le principe, c'est d'acheter des obligations qui ont à peu près toute la même maturité, qui est autour de la maturité du fonds. Et puis, s'il n'y a pas de défaut, tous les coupons qui sont payés pendant cette période, et s'il n'y a pas de défaut, le principal est remboursé, c'est capitalisé, c'est remboursé à la fin. Et effectivement, très logiquement, dans un environnement où la Banque centrale veille et où il n'y a pas de crash économique, vous ne devriez pas avoir de taux de défaut surprenant et donc avoir justement ce sweet spot de rendement intéressant en euros dans votre portefeuille. Sans aller jusqu'au défaut, on est quand même dans une situation où le crédit en général, mais la dette high yield en particulier, a des spreads très serrés. Des écarts de prime de risque, une prime de risque très très faible par rapport à ce qu'on a appelé ou ce qu'on appelle encore du sans risque, qualifiant ainsi les dettes souveraines en l'occurrence. C'est un débat en soi, Teddy. Donc partant de cette situation de spread serré, d'écarts de prime de risque très comprimés, il y a quand même une forme de vigilance à avoir, j'imagine. Est-ce que le marché est complaisant d'ailleurs aujourd'hui? Encore une fois, sans aller au scénario du crash économique et du défaut des entreprises, est-ce qu'il y a quand même un peu de complaisance dans ces marchés? Écoutez, je crois qu'il n'y a pas tant de complaisance que ça,
parce que, et c'est un peu ce dont on parle ensemble depuis quelques minutes, on regarde des spreads historiques, Ouais. mais la nature de ces obligations est meilleure qu'avant. Donc il est assez logique que le spread soit plus serré, puisqu'on ne regarde pas exactement la même chose. Mhm. Donc, oui, il ne faut pas oublier, évidemment, il y a des risques. Ah ouais. On est en train de parler d'un rendement actuariel brut de l'ordre de 6% lorsque le taux de la BCE est à 2,25. Donc, S'il y a du rendement, il y a évidemment, des risques. évidemment. C'est- maintenant, donc, le risque de défaut, dans un environnement macroéconomique maîtrisé, ça devrait aller. Le risque de liquidité, ce qui est intéressant dans un fonds daté, c'est que logiquement, vous allez jusqu'au bout. Ouais. Donc, vous avez moins ce risque-là, globalement. Et le risque, on va dire, de changement d'environnement au niveau des taux, avec une remontée très brusque des taux, on y croit moins aujourd'hui. Et pour être très clair, comme dans une obligation, à la fin, ça rembourse au pair. Donc, on a le rappel au pair. Et c'est un peu le même système dans un fonds daté. Donc, si, logiquement, vous achetez et après on porte, c'est d'ailleurs ça s'appelle des C'est fonds le de portage, vous devriez regarder uniquement votre taux cristallisé du début. Et s'il n'y a pas de défaut ou pas de grosse surprise, Ouais. c'est ce que vous aurez. Et alors, ça donne quel type d'espérance, là, pour un fonds Donc là, stratégie on est, 2031, par exemple? On est aux alentours de 6% brut D'accord. en ce moment, D'accord. sur un 2031, comme sur un 2029 d'ailleurs à peu près. Donc ça reste quelque chose de très intéressant en rendement risque. On est sur des volatilités qui restent faibles par rapport aux actions, par exemple. Donc le rendement, c'est bien, mais le rendement, c'est mieux. Ouais. Est-ce qu'il y a... Oui, j'allais dire, est-ce que le marché primaire est dynamique de ce point de vue-là? Est-ce que ça vous aide? Est-ce que le marché primaire est important, justement, pour ce genre de stratégie? Et est-ce qu'il y a des secteurs ou des profils d'émetteurs que vous avez envie de privilégier aujourd'hui? Alors, c'est une très bonne question. En fait, le marché est ultra dynamique. C'est-à-dire que, pour vous donner un peu une idée dans les grands ensembles, il y a 400 milliards sur le high yield européen, il y a eu 3,4 milliards de collecte en fait sur ce type de fonds depuis le début de l'année. Donc, lorsque, par exemple, prenons l'exemple de la défense, puisqu'en ce moment, la défense est revenue dans les grâces, y compris des portefeuilles qui avaient une grosse dimension ESG, puisqu'il faut bien se défendre. Les deals peuvent être souscrits 6, 7, 8 fois. Massif. Donc c'est massif. Ouais. Il faut pour ça être présent sur le marché, montrer aux banques qu'on est prêt à jouer le jeu et à étudier les dossiers en amont. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir une présence, il faut être crédible. Et on pense qu'on l'est chez Flandre Ferry. Merci beaucoup Teddy, merci d'avoir été avec nous dans ce dernier quart d'heure de Smart Bourse pour revenir sur cet univers de la dette à haut rendement qui a beaucoup évolué, des changements majeurs notamment depuis la période de la grande crise financière il y a une quinzaine d'années de cela. Teddy De Witt, le directeur général de Flandre Ferry, qui était l'invité de ce dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir sur Bismart for Change, à retrouver bien sûr en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées.